Bonjour à tous. Ça fait un petit moment maintenant que je réalise des vidéos sur YouTube et plus précisément ça fait depuis 2015. Et aussi loin que je me rappelle, un des plus vieux des chantiers que j'ai pu vous présenter, c'était quand même ce fameux chantier de Mur-Pignon que j'ai réalisé en 2017 avec mon père dans mon garage. Je l'avais réalisé sur mon temps libre en grande partie, parce que évidemment avec mon entreprise, fallait avancer et j'avais l'obligation de réaliser ce mur le plus vite possible pour éviter les infiltrations chez mon voisin. C'était une des grandes conditions de l'acquisition de ce garage. Et évidemment, une fois le gros du travail réalisé, j'ai complètement abandonné les finitions, ce que j'imaginais pouvoir faire dans cette cour intérieure, et depuis cette charpente s'est totalement détériorée. Pour mieux comprendre le travail qui a déjà été réalisé, je vous mets en lien en description toutes ces vidéos qui pourront vous donner une vague idée de pourquoi et comment j'ai fait pour réaliser ce Mur-Pignon. Mais par contre, on va attaquer l'explication de comment réaliser les travaux dans cette cour intérieure avec une charpente complètement éclatée et dangereuse au possible. Il faut savoir que j'avais demandé des devis à beaucoup de charpentiers dans le coin. Et évidemment, malgré le fait que ce soit des personnes avec qui je travaille, je suis tombé sur la seule personne qui a accepté de faire le travail pour moi en respectant mes envies et mon budget, c'est Jonathan. Donc Jonathan, c'est qui? C'est le fils d'un artisan de ma commune de Nérac, et son père est charpentier de père en fils. Donc Jonathan, son métier principal n'est pas charpentier, c'est un passionné de rénovation et de bâtiment. Par contre, il est largement compétent pour faire le job, et vous allez voir que tout ce que vous allez voir en vidéo n'est pas destiné à faire un tutoriel, mais pour vous montrer toute une démarche qui me ressemble, avec mes budgets, mes envies, pour aménager une grande cour intérieure dans mon garage. Deuxième chose à bien retenir, c'est que ça faisait déjà plus de 3 ans que je cherchais un artisan, un charpentier, pour me déposer toute la charpente, pour au moins à minima sécuriser l'état de délabrement de ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une ferme, qui est complètement pourrie. Au niveau des emprises dans les murs, la poutre est complètement vermoulue. C'était devenu une telle catastrophe que j'avais mis des étais pour éviter le pire. Donc je peux vous garantir que le jour où Jonathan m'a proposé de m'aider à résoudre ce chantier, j'ai sauté sur l'occasion évidemment. Je vais pas vous mentir, j'ai carrément mis de côté mes chantiers professionnels pour au plus vite en finir avec cette charpente. Et l'idée de base n'était pas de tout aménager d'un pet. En fait, l'idée de base c'était avant tout de tomber le bois qui menaçait de s'effondrer. En plus, ça tombe bien, Jonathan c'est une vraie pipelette lui aussi. Ça a niqué la moitié des montagnes. Et puis voilà, on a raté, on s'est chié dans la colle et puis on fait. Oui, voilà. Là, ils ont quand même carrément chié dans la colle. Ça a bien chié, non. Donc vous le voyez, on a vraiment affaire à des discussions de bonhomme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une super découverte. On s'entend super bien avec Jonathan. Et l'idée de base, c'est que le temps qu'il va passer pour m'aider chez moi, je le passerai chez lui pour la rénovation de sa baraque. Et vous aurez l'occasion de le voir plus tard. Je vous présenterai le type de baraque qu'il rénove. C'est vraiment pas un mec effrayé par le travail, vous verrez. Bon, voilà pour les présentations. Maintenant vous comprenez mieux le contexte. Je vais pas non plus m'éterniser trop longtemps sur toute la partie que j'ai nommée donc échafaudée et sécurisée. C'est-à-dire c'est vraiment l'étape indispensable pour ce genre de situation. Car comme je vous le répète, ici ce que vous allez voir, on est tout à fait conscient avec Jonathan qu'il faudrait bien plus de plateformes, c'est-à-dire de plateaux d'échafaudage, plus de garde-corps, plus d'éléments pour encore plus optimiser notre sécurité pendant toutes les opérations que vous allez suivre. Le but n'est pas de vous former à une mise en place d'un échafaudage 100% dans les règles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas pour se défendre, mais c'est une réalité évidente. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas du tout les moyens de me payer ce type d'échafaudage modulaire. Et je précise, pas les moyens, ou plutôt pas la nécessité ni l'urgence. On appelle ce type d'échafaudage modulaire, pourquoi? Parce que ça crève les yeux. Si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez que moi j'ai des échafaudages de type Altrad mais franc. C'est ce qu'on appelle des échelles, c'est très lourd, avec plein d'éléments extrêmement lourds,
pas du tout commode, c'est des éléments unis de 2 mètres. Alors que là, non, c'est pas le cas. On est sur des échafaudages modulaires qui appartiennent à Jonathan, qui s'est, en plus de tous ses bons services, il s'est proposé de me prêter le temps des travaux son échafaudage. Et croyez-moi, il y en a pour des ronds. Donc ce type d'échafaudage est totalement indiqué dans ce genre de situation, car vous allez pouvoir slalomer entre les poutres, positionner avec précision vos échafaudages. C'est terriblement plus efficace que mes échafaudages avec des plateformes en bois. Niveau sécurité, si vous voyez que ça tremble par endroits, etc., partez du principe que, personnellement, je n'ai strictement rien à vous prouver. Et en vidéo, si vous me voyez travailler, c'est que je me sens en sécurité, et c'est exactement la même situation pour Jonathan. Habitué de ce type de travaux, on n'oserait jamais se mettre sur un échafaudage si on ne se sent pas en confiance. Évidemment, pour aller plus vite, on évite de trop surcharger en éléments de type garde-corps, etc., etc. Mais sinon, jamais de la vie je monterai sur cet échafaudage. Regarde comment elle est cintrée, c'est un truc de ouf. Oui, elle est pas belle. Elle est pas belle. J'ai connu les Portugais, c'est plus sympa que ça. Oui, c'est ça. Non, c'est un là. Bon, comme vous pouvez le voir, l'entrée est complètement flinguée. Donc l'entrée, c'est la grande poutre horizontale. Et là, vous le voyez, elle est complètement gonflée. Là où il peut y avoir de l'eau qui stagne, puisque c'est soumis à la pluie. Et on se rend compte que l'arbalétrier est totalement affaissé de par le poids de la panne intermédiaire. Donc la panne intermédiaire, c'est cette poutre qui est à l'horizontale, qui soutient les chevrons dans le sens de la pente. Bon, là maintenant, vous vous rendez mieux compte de l'intérêt de ce type d'échafaudage modulaire. Vous voyez qu'il s'agit simplement de toujours démarrer par ce qu'on appelle des montants ou des poteaux, donc c'est des tubes qui vont vers le haut tout simplement. À l'horizontale, pour permettre le passage d'une ou plusieurs personnes, on trouve ce qu'on appelle des traverses, qui sont généralement plus étroites que ce qui s'appelle les lisses. Donc les lisses, c'est les longues barres à l'horizontale qui font communément donc la longueur des plateformes en métal. Et cet ensemble permet d'obtenir une rigidité. Encore une fois, je le dis, mais ce n'est pas un tutoriel, et en plus je ne suis pas formé pour l'installation de ce type d'échafaudage, donc c'est pas pour rien que habituellement je le fais installer sur des chantiers qui sont très techniques en échafaudage. Et ici je fais totalement confiance à Jonathan, qui connaît son échafaudage, et encore une fois, il fait de son mieux pour que tout soit le plus rigide possible pour nous permettre d'enchaîner avec vraiment l'opération qui pue le plus. C'est tout simplement le démontage de la charpente. Par sécurité, on peut faire mettre un petit étai directement sous la panne intermédiaire pour soulager l'arbalétrier. Vous étiez là il y a 12
Regardez le carnage. Après, j'avais passé le concours de la licence ici. L'entreprise de défenseur, tu payes une bagnole au mois, c'est pas grave. Oui, mais dans la mesure où c'est pas malhonnête et permanent. Malhonnête ici. Voilà, rien de compliqué. C'est long, c'est pénible, c'est la dépose des tuiles. Pourquoi la dépose des tuiles? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le poids que représente la tuile sur la charpente alors qu'elle est extrêmement endommagée, extrêmement sollicitée et affaissée, c'est pour sécuriser au maximum la dépose des bois. Donc on soulage environ toute l'ossature qui ne sert finalement plus à rien puisqu'on va tout tomber. On enlève d'abord les tuiles, puis on enlève les chevrons pour ensuite enlever les lithos. Donc il ne devrait nous rester qu'une charpente dépouillée avec uniquement le squelette, c'est-à-dire les poutres porteuses avec les pannes intermédiaires. J'en profite pour vous décrire tout de même une étape qui n'apparaît pas forcément, du moins qui se reflète pas trop en vidéo, l'étape de nettoyage et de propreté du chantier. Peut-être que ça ne se ressent pas à la caméra, mais je passe énormément de temps à tout nettoyer, à pousser le décombre pour que tout le décombre inerte soit à un certain endroit, que les mousses et matières organiques, les bouts de bois, les chutes de pointe, tout ça, toutes les ferrailles, tous les bois, tout soit déjà pré-trié. Parce que évidemment il y aura toute une étape que je ne vais pas vous montrer, après ce sera toute l'évacuation, chargement de tout ce décombre qui prendra un temps fou. Bon, les charpentiers évidemment, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Ici je vous présente le poinçon. Donc c'est la pièce de la ferme qui est composée ici de 4 contre-fiches, pardon. Il en manque une d'ailleurs. Et en fait, elle a été sécurisée, là vous le voyez, il y avait une planche qui a été vissée sur l'autre ferme. Vous allez vite comprendre pourquoi. Cette étape de démolition, je la montre en vidéo, mais ça va sans dire que surtout, ne faites pas ça chez vous. Si vous n'êtes pas entouré de professionnels, de personnes vraiment ultra expérimentées. Ça fait 3 ans que j'attends des professionnels et j'en ai fait défiler, croyez-moi, j'en ai fait défiler des professionnels, ils se sont tous dégonflés. Ils voulaient surtout pas se ramasser les fermes sur la tronche ou causer des dégâts à la con sur ce chantier. C'est vraiment un chantier typiquement puant. Je vous montre comment on l'a fait, surtout ne pensez pas que c'est simple. Il y a plein de raisonnements, les pièces de bois sont plus ou moins pourries, et là je suis en train de vous montrer que c'est simplement quelques solutions dans notre situation. Et si vous regardez bien avec attention, ma charpente là, elle est ouverte au niveau du poinçon, et une des contrefiches s'est carrément sortie. Ce qui veut dire que la ferme qui va rester en place, ici sur la gauche, elle a été déjà bien sollicitée. Il en faut beaucoup? Oui. Ici, avec des chutes de panne de récup, on vient réaliser des avant-toits sur plus de 1 mètre. Et ça vient consolider la portée des chevrons. On utilise une tronçonneuse parfaitement affûtée et on débite par petits morceaux pour éviter de tout éclater si on fait tomber le bois. Et en termes de contrôle, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, il a bien chargé aussi. On va pas lui en vouloir au garçon.
qu'est-ce qu'on se sort? On se sort l'arrêtier. Ouais, si tu veux, je vais tomber. Ce sera plus simple, je pense. Maintenant, vous comprenez à quoi sert cette planche qui est reliée de ferme à ferme, ou plus précisément qui est vissée de poinçon à poinçon. C'est pour tout simplement éviter le ballon du poinçon à découper et éviter que ça entraîne toute la ferme avec l'entrée. Puisque tout est relié, toutes les pièces sont reliées les unes entre les autres. Si le poinçon bascule vers l'extérieur, ben, ça va entraîner toute la ferme. Ici le bois travaille en compression puisque on est sur l'arbalétrier, donc le bois du haut et le bois du bas donc, vont s'appuyer et il y a un gros risque de blocage de chaîne, donc il faut faire très attention sur ces étapes. Inutile de vous préciser qu'on est vraiment sur les étapes les plus périlleuses de toute la vidéo et du chantier même. On voit direct la différence entre le bois en sapin et le bois en chêne. Le poinçon est en chêne. La découpe à la tronçonneuse va de suite moins vite. C'est bon? Il est lourd. Je le recoupe même pas. Je recoupe. C'est bon? Ah là c'est du chêne là. Hein? Ils sont pas pareils là, c'est du chêne là. Ouais, c'est du chêne. Il faut le plateau. C'est bon? Ah oui, parce que là-bas, Elles ont pété les vis. Là on se rend mieux compte pourquoi on avait mis la planche, pour éviter le basculement du poinçon. Si vous regardez bien avec l'angle de la caméra, on voit quand même très nettement l'entrée, donc la poutre, la plus grande poutre de la ferme, qui bouge vraiment latéralement en fait, sur les côtés. Heureusement, il y a les étais qui plus ou moins font du frottement et évitent qu'elle branle dans tous les sens. Et sinon, elle serait encore plus basculante que ça. Elle bougerait littéralement dans tous les sens et on aurait peut-être même gardé la planche jusqu'au bout. Ça, ce sera peut-être mieux pour ta fluide. ouais. Bon après, il faudra pas m'en vouloir le poteau charpentier, mais je sais pas ce que c'est cette pièce. Alors j'ai cherché, est-ce que c'est une fiche? Je dirais c'est une fiche moisée, c'est-à-dire que c'est deux pièces de bois qui sont jumelées autour de l'entrée. Bah écoutez, corrigez-moi, franchement, je suis pas sûr que ce soit hyper important, mais allez-y, faites-vous plaisir en commentaire, dites-nous exactement c'est quoi la terminologie de toutes ces pièces de charpente, c'est assez complexe, il faut avouer. Bon, c'est à partir de là où tout se gâte. Je vais vous expliquer pourquoi cette étape est de très loin la plus difficile à réaliser. Donc, il faut savoir que, tel que je vous l'ai déjà décrit, Jonathan, c'est pas un débutant. C'est pas un charpentier du métier, mais par contre, il a fait Là, et il sait faire. on est droit. Un joli. Il faut savoir que, je le dis régulièrement au travers de mes vidéos, on voit beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ont des connaissances, ils ont la technique en maçonnerie, ils se prétendent bâtisseurs, constructeurs.
Et pourtant, je suis en train de vous parler, moi, de mon univers de maçon. Hein. Mais croyez-moi, ça, cet univers de la charpente, c'est exactement les mêmes raisonnements. En fait, il y aura des gens qui vont prétendre qu'ils ont déjà fait de la charpente, donc c'est simple, plus ou moins simple, que parce qu'ils en ont déjà fait une, ils pourront réussir à faire de la rénovation. Typiquement, des personnes qui se revendiquent avoir réalisé un carport ou une serre de jardin, un abri de voiture. Voilà, un petit garage, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, je suis hyper ouvert d'esprit. Mais la réalité, c'est qu'ici, on est sur une très vieille maison. On est en centre-ville de Nérac. Il faut savoir que ma maison, avec toutes les autres maisons mitoyennes, ben, il n'y a que des losanges, des trapèzes non rectangles, des faux parallélogrammes. En fait, aucun mur ne se ressemble. Et aucune pente de toiture ne se ressemble. Et croyez-moi, l'implantation, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans cette situation. Et c'est pour ça que je vais tirer évidemment mon chapeau à Jonathan, parce que les vrais charpentiers sauront de quoi je veux parler, mais c'est terriblement difficile de pouvoir implanter, positionner, dimensionner les poutres. D'ailleurs, à titre indicatif, c'est le père de Jonathan qui est venu prêter main forte en nous conseillant quelle section de poutres utiliser. Et là, vu la portée qu'on a, donc on est sur plus de 5 mètres, on a opté pour des poutres duo, ils appellent ça. C'est des poutres qui sont collées inversées. Ne me demandez pas plus de détails que ça, puisque encore une fois, je ne vais pas parler à la place des charpentiers, je vous présente juste les solutions qui ont été choisies. Et pourquoi ces solutions ont été choisies? Tout simplement parce que vu les portées demandées, et vu le fait qu'on ne peut pas se permettre de faire une poutre de chêne avec autant de longueur, on est obligé de partir sur des solutions quand même beaucoup plus modernes. Et la grande difficulté pour Jonathan, c'est de réussir à garder une conception de charpente esthétique et qui s'intègre en fait avec mes faux colombages de mon mur en bois, avec la charpente existante que je vais préserver pour en plus l'insérer dans un projet à venir, que vous découvrirez très bientôt, croyez-moi, ça va vous plaire. Et ensuite, il y a plein de petits détails qui viennent se rajouter à ça. Il va falloir conseiller le client, c'est-à-dire que Jonathan, il m'a conseillé clairement. Et là, vous voyez, il est en train de préparer des jambes de force en fait, qui vont venir appuyer la poutre et pour essayer de donner une cohérence à l'ensemble. C'est-à-dire que vu mon mur en parpaing qui a été habillé en faux colombage, il trouve que l'idée n'était pas déconnante de renforcer la crédibilité de tout l'ensemble avec des jambes de force. Voilà. Le seul défaut qu'il y a, selon moi, avec cette solution technique, c'est qu'évidemment, on va travailler sur des bois qui sont lisses. Alors du coup, vous le verrez par la suite, c'est toute une réflexion pour essayer d'encadrer, d'insérer du bois neuf avec un ensemble qui était plutôt à tendance rustique. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie conception. Croyez-moi, c'est vraiment pas une mince affaire. Et encore, je vous la fais très courte, je vous résume dans les grandes lignes. Il faut savoir que Jonathan, il a eu quoi peut-être sur une journée, il a envisagé des solutions techniques, on en a parlé ensemble. Et ensuite, il a fallu qu'il fasse les implantations. Parce qu'en fait, je voulais faire un grand puits de lumière dans ma cour intérieure. Et toutes ces solutions-là, je tiens à le préciser, en fait, tout ça, rien de tout ça n'était prévu. À la base, j'avais juste demandé à Jonathan s'il était disponible pour me tomber la ferme que vous avez vue, qui était toute vermoulue, toute pourrie. C'est simplement que je me suis dit, j'ai laissé trop de temps entre chaque étape. Si on ne fait pas les finitions en suivant, on est reparti pour 3, 4 ans, 7 ans d'attente. Et ça va revenir au même problème, il n'y aura rien qui sera fait. Donc je lui ai dit, écoute, on va faire les finitions en suivant, on va faire la charpente, sinon je la ferai jamais. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte que les bois ne sont pas traités, ils n'ont pas été peints, pas lasurés. On a vraiment fait au plus pressé pour pouvoir avancer le plus efficacement, parce qu'il faut savoir que moi je travaillais 2 heures par-ci,
4 heures par là, des fois une journée entière. Une première fois, Mais tout ça sur mes semaines de travail, donc forcément c'est des rentrées d'argent en moins. Regarde. Sur ce niveau, pour l'amener là-bas, tu vois le trou qui est tout au fond là? Cette partie-là, elle va aller là-bas au final. D'accord? Donc on va vraiment lever la poutre pour la mettre au plus haut. Et une fois qu'elle sera au plus haut, après c'est ok pour la poutre, on s'en fout. Okay. Pour le levage, je conseille quand même d'être propre, hein, même si la poutre est pas si lourde que ça. Honnêtement, c'est pour s'éviter des gros mal de dos. Donc là, on fait appel à la jeunesse, à cette jeunesse bénévole qui s'est retrouvée interrompue en pleine partie de Valorant. Évidemment, il faut les interrompre de temps en temps puisqu'il faut manger, bouger sainement et aider papa et Jonathan à lever la charpente. Donc merci à mon fils et on continue sur le levage. T'es avec nous, bon. Là, le rémur, il est nickel. Hein. Ah, tu y arriveras pas, on est contre le parpaing. Hein. Pierre, tire à toi. Je vais me rapprocher de la taille de Jonathan. Vous allez vite comprendre la difficulté de cette taille. Je sais même pas comment ils font, moi personnellement ça m'échappe. C'est vraiment très très complexe. Il y a des angles dans tous les sens. C'est un plan X. Dis-moi, On y va. Oh, on y est là. Et voilà, le plus dur est fait. voilà. Allez, il y a eu un petit raté sur l'altimétrie. Tu vois là, je franchement, filme bien on s'en en fout, disant ça se qu'elle est verra mauvaise pas. et tout. Non, franchement, c'était chaud quand même comme taille. Je sais plus ce que j'ai branlé.
de cordeaux, de matériaux, du bois, de la pierre, de la brique. C'est dans toutes ces petites imperfections que personnellement je trouve le plus de beauté fascinante. Alors, c'est quoi tes repères là? C'est? Et pourquoi t'en as là et ici? Parce que t'as agrandi? Là, il y a le clocher, c'est celui-là, et ça, c'est l'arbre. D'accord. Pour poser le bois, celle-là, ça va poser, tu vois, ça va poser sur l'arbre et sur le boucher, je peux pas les tailler. Il y a un Oui. boulon qui est trop près. Et oui, comme là-bas, on avait fait, ouais. Je vois. Il y a un peu là-bas. Oui, t'as entaillé l'entrée aussi. Le boucher. Non, je vais tailler juste le boucher. Allez, on va pouvoir conclure par la dernière partie de cette vidéo, à savoir la reprise des arases. Et comme pas mal de choses que vous avez pu voir dans cette vidéo, c'était évidemment pas du tout prévu que je me retrouve à faire ça, en plus de tout le reste. J'étais fou, mais bon, de base, Jonathan me conseillait de pas me prendre la tête et de garder les têtes de mur ainsi, et je les habillerai après avec un enduit fibré ou autre solution selon lui. Mais bon, c'est quand même mon boulot. Avec des murs qui se sont ouverts une première fois, c'est jamais très malin de les garder en l'état. Ils ont bougé, ben je vais les reprendre et de toute façon c'était à raison, c'est vraiment dégueulasse. Oui. Il y a eu trop de choses qui ont été mal faites depuis des années. On va corriger tout ça et je vais remanier toute cette tête de mur pour en faire un tout harmonieux et cohérent, prêt à recevoir la panne sablière de cette charpente. Donc évidemment vous aurez un petit effet de surprise puisque vous le verrez dans la prochaine vidéo. Ici c'est bête et méchant, je vais simplement vous montrer comment il faut faire pour dépoussiérer son mur, virer tout ce qui doit être viré, qui est branlant, qui bouge à la main. On vire, on dégage, on vire le mortier qui est farineux, poudreux, tout ce qui s'enlève à la main on le dégage. Et là, j'avais un reste de mortier, vous le voyez, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est un mortier de premier choix que j'avais de reste d'un chantier. Donc c'est pour ça que c'est un mortier blanc, c'est un mortier à base de tradi blanc. Donc c'est des restes de chantier de fin de journée. Après mes journées de travail, je récupère mes fonds de seau de mortier et je les mets dans mon mur pour chez moi. Plutôt que de les jeter sur un chantier, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et je vous invite à reproduire ce recyclage systématique avec des mortiers de grattage, du mortier qui tombe lors d'une journée de bâtisse. Vous récupérez tout ce qui tombe, vous le remouillez un peu et ça vous permet de stabiliser et de sceller quelques pierres dans vos murs en pierre, chez vous si vous en avez. Et ça fait d'une pierre deux coups, vous n'aurez pas à l'amener en déchetterie et en plus ça vous fait des économies. Allez, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cette vidéo, cette première partie vous aura plu. C'est un début d'une longue série de vidéos, je pense que c'est le format qui me ressemble le plus, à savoir de la narration, parce que évidemment j'aime causer, j'aime pouvoir témoigner de mes réalités en maçonnerie avec mes collègues du bâtiment, pour pouvoir vous présenter des gars comme Jonathan. Regardez-moi cette dernière taille, vous vous rendez compte du délire que ça peut représenter. Moi je vous le dis, ça me fascine, c'est cool, c'est génial et puis ça me conforte dans l'idée qu'on peut pas être bon dans tous les métiers. Après chacun est plus ou moins fort, il n'y a aucun problème, mais commencez déjà à maîtriser la maçonnerie et en plus la charpente, moi je trouve ça juste dingue. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer un peu tout le process de création de ce petit garage. Parce qu'en fait, à la base, c'est simplement, j'ai pas forcément les moyens de le faire, c'était pas prévu de le faire ainsi. Mais par contre, tous ces facteurs qui sont pas forcément prévus ou anticipés de manière parfaite font qu'on a un résultat authentique. Et c'est un résultat qui, je pense, ne peut ressembler à personne d'autre qu'à ma propre baraque, mon petit garage, avec le raisonnement d'un gars comme Jonathan. On y a trouvé un style et une identité qui est unique.
Et ça, j'en suis toujours très fier, de pouvoir se distinguer des autres et de pas copier le travail des autres. Et comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Adi Schatz.